Participants en salle, bienvenue à cette nouvelle édition de Tout savoir sur, le rendez-vous gouvernemental qui nous présente dans les détails les grandes politiques publiques et programmes sociaux de notre pays. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le programme Filets sociaux, lancé dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, l'inclusion sociale et la protection des plus vulnérables, qui demeurent des priorités majeures pour notre pays. Notre invité, M. Koné Kipeya, coordonnateur du projet Filets sociaux, échangera en un peu plus d'une demi-heure avec nous en toute transparence et en direct. M. Koné Kipeya, bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Il est bientôt 15h30 et nous allons, si vous le voulez bien, marquer le début de ces échanges par vos premiers mots à ce pupitre, s'il vous plaît. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de prendre la parole à cette tribune du CICG. Tout savoir donc sur le programme des filets sociaux. Je réponds ici donc au nom de Madame la ministre Miss Belmon Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, qui m'a donc donné la charge de venir ici pour prendre part à cette tribune, et c'est un véritable privilège et un honneur donc de me retrouver ici devant les journalistes, mais disons face à la nation, dans une obligation de redevabilité que nous avons, surtout lorsque nous intervenons dans des domaines aussi sensibles que ceux de la protection sociale. Le programme des filets sociaux, c'est un programme, je pense que plusieurs personnes en ont déjà entendu parler. Peut-être certains n'en ont pas encore entendu parler, mais c'est aujourd'hui une opportunité d'en savoir davantage. C'est un programme qui consiste à assister des personnes qui sont en situation de vulnérabilité par une allocation d'un montant de transfert monétaire de 36 000 francs CFA tous les 3 mois sur une période de 3 ans. Mais il n'y a pas que les transferts monétaires, il y a des mesures d'accompagnement. Et il y a d'autres axes qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle le programme multisectoriel d'appui au système national des filets sociaux. Donc c'est un attelage de plusieurs éléments de réponse pour pouvoir donc impacter la courbe de croissance de la pauvreté en Côte d'Ivoire, assister nos parents, nos concitoyens qui sont en situation de demande sociale. Et c'est à cela que nous nous employons sous l'autorité de Madame la ministre, Miss Belmon Dogo. Encore une fois, je voudrais donc en son nom vous adresser nos remerciements au CICG pour cette opportunité que nous avons. Nous sommes donc à votre écoute. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Koné. Mesdames et messieurs, en ligne et en salle, ce mardi 1er juillet, nous parlons des fondements politiques et sociaux, du ciblage, de la mise en œuvre, des impacts visibles sur les populations, mais aussi des défis du programme Filets sociaux. Nous vous invitons donc à poser toutes vos questions. Je les prendrai par groupe de 5. Et pour les internautes, merci de nous adresser vos préoccupations sur le sujet en commentaire de ce direct. Mesdames et messieurs, nom, prénom, organe de presse ou institution avant. Et une question chaque fois, s'il vous plaît. Question en salle. Allez-y. Bonjour à vous, je suis Aimé de Dieu Kwame de Radio Côte d'Ivoire. Bien évidemment, la question que je vais poser, c'est de nous faire juste un petit bilan de ce programme, mais ce qui reste à faire. Merci. Seconde question en salle, mesdames et messieurs. Allez-y, Monsieur Yapi Koulibaly. Monsieur Kipeya Koné, je suis Yapi Koulibaly, je parle pour le compte du quotidien Le Jour Plus. Selon le petit dictionnaire, le filet social, c'est un ensemble de mesures et de programmes mis en place par un État pour protéger les populations vulnérables contre les risques sociaux. Vous, ici, par contre, vous distribuez 36 000 francs tous les 3 mois à les familles vulnérables. Est-ce là un filet social? Est-ce qu'on peut lutter contre la pauvreté avec votre pratique, votre manière? Merci. Merci. Troisième question en salle, s'il vous plaît. À gauche. Ok, allez-y.
Alors, je suis Kofi Sidouane du quotidien Le Mandat. Alors, ma question est de savoir comment les bénéficiaires sont-ils sélectionnés et quels sont les critères d'éligibilité? Très bien. Avons-nous une dernière question en salle, s'il vous plaît? Soro Siandene Yakuba, journaliste à Éducarrière. Quelles sont les différences entre les filets sociaux, je vais dire classiques, et les filets sociaux dits productifs? C'est quoi la différence? Très bien. Merci, monsieur. Alors, nous avons là 4 questions en salle. Monsieur Kone-Kipeya, permettez-moi de vous adresser une question qui nous vient du centre d'appel du gouvernement. Alors, cette question est relative au cadre politique et institutionnel du projet de filets sociaux. Alors, c'est de savoir, le programme est-il lié au plan national de développement ou à d'autres stratégies ou politiques nationales? Le programme est-il lié au plan national de développement ou à d'autres stratégies ou politiques nationales? Alors, pour adresser ces questions et toutes les autres qui vont suivre, je vais vous demander de bien vouloir revenir au pupitre, s'il vous plaît, Monsieur Kone. Bien, merci beaucoup. Je dois remercier les intervenants pour la qualité de ces préoccupations qui montrent un intérêt constant à cette problématique des filets sociaux. Pour mémoire, nous étions à cette même tribune il y a 3 ans, et en février 2022, et cela montre donc la constance de l'intérêt pour cette thématique, mais également la résilience de ce plateau du CICG, encore une fois, que je voudrais donc féliciter pour l'initiative. Relativement à la première question concernant le bilan, peut-être que ça reviendrait avec toute la passion que nous avons pour le sujet, d'évacuer, on va dire, toute la thématique de la conférence, mais nous allons essayer de résumer en quelques lignes le bilan qu'on peut faire. Le programme des filets sociaux est parfois assimilé au programme des transferts monétaires parce que c'est l'élément visible que la plupart des personnes perçoivent, c'est-à-dire l'allocation d'un montant de 36 000 francs CFA tous les 3 mois sur une période de 3 ans à des ménages qui sont ciblés parmi les plus pauvres. Eh bien, à ce jour, la Côte d'Ivoire a pu donc couvrir 527 000 ménages qui ont été touchés par cette allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA tous les 3 mois. C'est donc à ce jour un montant de 171 milliards de francs CFA qui a été redistribué à l'ensemble des bénéficiaires de cette opération. Le programme des filets sociaux couvre toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Il couvre 108 communes, chefs-lieux de département, et il couvre 4 300 villages. À travers donc ce programme, ce sont autant de ménages qui ont donc pu bénéficier non seulement de l'allocation des transferts monétaires, mais également des mesures d'accompagnement. Certainement que nous aurons l'occasion d'y arriver, mais je voudrais peut-être, pour qu'on se comprenne bien, au-delà de cet élément visible des transferts monétaires que vous percevez, il y a les mesures d'accompagnement, mais c'est un programme, comme vous-même, je pense que c'est le deuxième intervenant qui l'a dit à travers le dictionnaire, c'est un ensemble de mesures qui concourent à affranchir de la vulnérabilité. Donc à ce titre-là, le programme travaille sur la systématisation d'un certain nombre d'éléments de réponse, notamment la mutualisation de l'outil de ciblage, comment faire pour cibler les populations qui sont en situation de vulnérabilité. Donc notre objectif aussi au sein du ministère, c'est d'arriver à mutualiser une démarche de ciblage, mais surtout également asseoir également une pérennisation de certains programmes sociaux à travers l'extension de leur couverture. Donc à ce titre-là, le gouvernement a adopté en date récente un programme multisectoriel d'appui au système national des filets sociaux. Et bien à travers ce programme-là, au-delà de l'aspect des transferts monétaires, il y a l'accompagnement pour la réponse au choc. Vous savez que lorsqu'il survient des inondations, lorsqu'il survient un sinistre, des incendies, il y a un mécanisme qui se met en branle et l'un des objectifs du programme des filets sociaux, c'est d'appuyer le système de réponse qui vient face à ce type de situation conjoncturelle en faisant en sorte qu'il y ait une meilleure interaction des différents acteurs qui participent à la réponse. Donc c'est aussi un volant que nous adressons et dans ce cadre-là, un programme pilote a permis dans la région du Cavali de toucher plusieurs ménages
bénéficiaires et de redistribuer près de 178 millions de francs CFA à des ménages qui étaient touchés par les dernières inondations dans la région du Cavali. C'était donc un pilote pour vous dire qu'on ne travaille pas que sur le volant des allocations de transferts monétaires. Il y a une batterie de mesures qui concourent justement pour répondre à la deuxième question, à lutter contre la pauvreté, à lutter contre la vulnérabilité. Est-ce qu'on peut effectivement lutter contre la pauvreté à travers ce type de mesures? Ma réponse est oui. Et nous avons des éléments factuels qui permettent de relever des évidences que nous avons sur le terrain. Il y a plusieurs de nos concitoyens qui ont reçu ces transferts qui témoignent. Il y a des évaluations d'impact qui ont été faites. Nous y reviendrons certainement tout à l'heure pour ne pas prendre trop de temps sur cette question. Mais je peux déjà vous répondre par l'affirmative sur le fait que l'ensemble des mesures qui sont prises au-delà des transferts monétaires pour l'accompagnement des bénéficiaires participent de leur inclusion sociale. Le programme de transfert monétaire, c'est un investissement dans le capital humain. Le retour sur investissement, c'est la réponse à des demandes sociales en termes d'éducation des enfants, scolarisation des enfants, la nutrition des enfants, la couverture sanitaire d'un certain nombre de besoins du ménage. Donc nous apportons une assistance qui permet donc d'augmenter, de renforcer la capacité d'accès aux services sociaux de base de nos concitoyens et en cela, c'est donc un élément capital dans le cheminement pour la réponse dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. La troisième question de M. Kofi du mandat, c'était de savoir, c'est une question récurrente, comment est-ce que les bénéficiaires du programme de transfert monétaire particulièrement sont ciblés. Je vais vous expliquer que pour ce qui concerne le milieu rural, nous avons ce qu'on appelle le test de revenus par approximation. C'est une enquête sociale. C'est un ensemble de questions qui sont inspirées de l'outil déjà que l'ANSAT, l'Institut qui s'occupe des statistiques en Côte d'Ivoire, l'Agence nationale des statistiques, utilise. Donc les items de l'enquête niveau de vie des ménages ont inspiré un outil de collecte qui consiste à administrer un certain nombre de questions se rapportant à la vulnérabilité du ménage. Donc, quand nous arrivons dans le village, nous interrogeons systématiquement, on va dire, toutes les familles, tous les ménages, on fait du porte-à-porte et l'administration de cet outil permet donc d'affecter des scores. On évalue la pauvreté, comme je l'ai dit, à travers un test de revenus par approximation parce qu'on ne s'est pas dit dans un village donné, est-ce que vous pouvez produire un bulletin de salaire pour qu'on sache qui touche plus que son ami? Quels sont, n'est-ce pas, les bénéfices que vous avez sur vos productions agricoles pour qu'on sache qui est plus pauvre, qui est moins pauvre. Donc, on fait une approximation à travers donc l'évaluation de la pauvreté en termes donc de privation d'accès à certains biens et services. Est-ce que vous avez l'électricité à la maison? Est-ce que vous avez l'eau potable? Est-ce que vous avez les latrines? Est-ce que les enfants vont à l'école? Est-ce que les carnets de vaccination sont à jour? Et chaque réponse donne droit à un score. Et quand on finit, on fait une classification de l'ensemble de ces scores et cela permet de générer une liste provisoire des ménages avec leurs scores et en fonction du quota de ménages qu'on doit affecter au village, relativement donc à l'ensemble de l'évaluation de la pauvreté dans la région, donc pour la sous-préfecture à laquelle ce village est rattaché, on va donc arrêter le nombre de ménages, je dis n'importe quoi, 70 ménages pour ce village. Est-ce que les 70 ménages qui sont générés par la démarche statistique sont les bons ménages? Est-ce que c'est vraiment les plus vulnérables? Donc nous sommes, on va dire, de l'administration, mais ce sont les populations qui se connaissent entre elles-mêmes, pour ainsi dire. Donc on va convoquer sur la place publique ce qu'on appelle l'étape de la validation communautaire. Et au cours de la validation communautaire, les représentants, bien sûr, de la chefferie, des jeunes, des femmes, les leaders de la communauté, la population, va donc regarder la liste des 70 ménages et dire oui, effectivement, vous avez raison, les 60 premiers sont bons. Par contre, sur les 10 autres, nous avons des réserves parce qu'on pense plutôt que l'enquête a dû avoir une erreur d'exclusion, sur une vieille dame qui est au bout du village. Nous tous, nous venons en assistance à cette biais. Donc, il y a une démarche participative qui est utilisée pour la validation communautaire qui permet donc, en bout de parcours, d'arrêter la liste consensuelle des ménages pour le milieu rural. En milieu urbain, on utilise à peu près la même démarche, mais avec un ajustement lié au fait que vous ne pouvez pas systématiquement, dans certaines agglomérations, faire du porte-à-porte, au risque, bien sûr, de trop dépenser sur la phase de collecte. Et nous sommes dans un programme de protection sociale où les coûts administratifs doivent être mitigés, doivent être réduits. Et donc, sur cette base, en milieu urbain,
on compose avec des sous-comités locaux de ciblage qui sont donc constitués, encore une fois, par ceux qui connaissent mieux les populations. C'est le responsable du centre de santé, c'est le responsable de l'école, c'est le responsable à la mosquée, à l'église, dans le temple. Donc, ceux qui fréquentent vraiment au quotidien les populations, qui peuvent dire, si vous souhaitez qu'au niveau du quartier Kennedy de notre commune, on puisse arrêter une liste de 100 ménages qui sont les plus vulnérables, eh bien, voici les 100 personnes que nous pourrions vous proposer. Donc, on inverse la démarche. La communauté propose une shortlist sur laquelle on va aller appliquer l'enquête en faisant maintenant le porte-à-porte sur les 100 ménages. Et donc, à partir de cet instant-là, la liste, après vérification, est publiée à nouveau pour dire voici sur les 100 ménages que vous avez proposés, on a constaté qu'il y en a 2 qui ne remplissent pas les critères, certainement qu'il y a dû avoir des manœuvres collusoires et donc on a besoin de transparence, il faut remplacer ces 2 ménages parce qu'on a constaté qu'ils ne sont vraiment pas vulnérables. Donc voici comment on arrive à la liste en milieu urbain et on procède ainsi sur l'ensemble des localités qu'on couvre jusqu'à ce jour, tant dans le milieu rural que dans le milieu urbain. J'ai dit donc 4300 villages et 108 communes, chefs-lieux de département qui ont été donc touchés par cette démarche. Voici comment est-ce que cela est fixé, avec une sensibilité pour les ménages qui ont des enfants de 0 à 5 ans, parce qu'il s'agit d'investir dans le capital humain, donc il faut toucher les plus petits. Il s'agit de corriger les carences nutritionnelles, donc il faut aller vers les ménages où il y a des enfants, où il y a des femmes enceintes. Il faut aller vers les ménages où il y a des personnes qui sont en situation de handicap. Donc ces différents critères-là viennent comme des éléments complémentaires pour pouvoir donc filtrer et arrêter donc ceux qui peuvent bénéficier de ce programme-là. Donc voici ce qu'il en est des critères, M. Kofi, du mandat pour répondre à votre question. Quelle est la différence entre les filets sociaux classiques et les filets sociaux productifs? Et en fait, il n'y a pas de différence, je dirais. Nous sommes dans le cadre global des filets sociaux, la définition a été donnée tout à l'heure, qui sont un ensemble donc de mesures qui sont prises sans une contribution, on va dire, de ceux qui les reçoivent, parce que ce sont des mesures de protection sociale non contributives. Et à ce titre-là, donc, on accorde des appuis, des accompagnements sans attendre forcément une participation de ces ménages-là. Donc, la gratuité ciblée au niveau de la santé est un programme de filet social. Les kits scolaires, c'est un programme de filet social. Le régime d'assistance médicale qui est gratuit au niveau donc de la couverture maladie universelle est un filet social. Donc tout cela participe, n'est-ce pas, de ce vocabulaire au pluriel, les filets sociaux. Pourquoi on a voulu en Côte d'Ivoire particulariser en disant qu'on souhaitait avoir des filets sociaux productifs? C'est pour aller beaucoup plus loin avec une portée pédagogique du message qu'on voulait donc adresser. Faire en sorte qu'au-delà de l'assistanat, il y ait donc une prise de conscience de ce que vous devez, après 3 ans, sortir de votre état de vulnérabilité. Et c'est pourquoi on va donc amener toute la batterie de mesures d'accompagnement qui vont intégrer l'initiation à des activités génératrices de revenus, la formation sur la bonne utilisation du budget familial, l'accès au marché, la mise en association. Donc, on va vraiment apporter une focalisation particulière sur la dimension de l'accompagnement pour faire en sorte que ces filets sociaux qui sont donnés soient productifs. Que ce transfert monétaire qui est donné pour soutenir l'accès donc à la consommation soit productif. Ça veut dire qu'il ait la capacité d'affranchir de sa condition sociale initiale et surtout d'autonomiser le bénéficiaire de cette allocation. C'est parfois pas très évident de se dire comment est-ce qu'on peut avec 36 000 y arriver. Mais si on avait la journée, je passerais vraiment du temps à vous rendre témoignage de ce que nous vivons sur l'ensemble du territoire national et combien c'est aussi pathétique, mais en même temps aussi motivant de voir que même avec 5 000, même avec 10 000, nos parents, nos concitoyens nous ont témoigné leur grande reconnaissance pour ce que le gouvernement fait et qui a permis donc d'entreprendre un commerce juste devant la maison, qui a permis vraiment de créer une niche de transformation sociale. Et c'est de cela qu'il s'agit dans le cadre du programme social du gouvernement, ce qui me donne donc une parfaite transition avec l'ancrage institutionnel de ce travail que nous faisons pour la question qui a été retenue au titre du centre d'appel. Le programme des filets sociaux est parfaitement arrimé avec le plan national
de développement depuis déjà la première génération du PND qui s'achève, donc sur 2021-2025. On était parfaitement donc aligné avec les objectifs du PND et pour le nouveau PND sur la nouvelle génération 2025-2030, 2026-2030, on a également adossé au pilier 4 qui se rapporte bien sûr à l'inclusion sociale, à la promotion de la solidarité, de la protection sociale. Au-delà du PND, il y a d'autres cadres institutionnels programmatiques à travers lesquels le gouvernement a manifesté son engagement. C'est notamment la stratégie nationale de la protection sociale qui déjà dès 2014 avait inscrit en bonne place, dans le cadre de ces axes programmatiques l'amélioration du niveau de vie des plus pauvres. Et donc, c'est au titre de cette stratégie nationale de protection sociale en 2014 qu'en 2015, l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale ont donc convenu de lancer donc cette opération qui se poursuit aujourd'hui, notamment le programme des filets sociaux à l'époque, donc le projet des filets sociaux productifs. Donc 2014-2018, la première stratégie nationale de protection sociale. Ensuite, 2024-2028, le programme des filets sociaux reste toujours inscrit en bonne place dans le cadre de cet agenda. C'est également la même chose, je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement attache une grande importance à cette dimension et le PS-Gouv, dont vous avez déjà entendu parler, inscrit en bonne place le programme des filets sociaux au même titre que d'autres opérations telles que l'électricité pour tous qui touche plusieurs de nos concitoyens. Et finalement, j'ai aussi évoqué l'ancrage institutionnel programmatique avec le programme multisectoriel d'appui au système national des filets sociaux. Je m'arrête là. Merci, M. Koneki-Peya, pour les éléments de réponse à ces questions. Mesdames et messieurs, en salle et en ligne, nous allons faire donc un deuxième tour de salle déjà pour recueillir 4 questions. Voilà. Et nous aurons une question d'internaute. Alors, question en salle, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Allez. D'accord, ok, on commence donc ici. Bonsoir à tous. Julien Kofi, d'Abidjan Économie. Je n'ai pas bien entendu. Julien Kofi d'Abidjan Économie. Okay. Ma question va s'articuler autour de l'accompagnement ainsi que le suivi. Est-ce qu'il y a des stratégies de suivi pour éviter les dérives et encore les abandons de projets dans le cadre des filets sociaux? Merci pour votre question. Seconde question en salle, s'il vous plaît. Alors moi, c'est toujours Sidoine Kofi du quotidien Le Mandat. C'est suite à un constat que je pose cette question. Je voudrais savoir sur le terrain de façon concrète comment est-ce que cela se fait. Parce que j'ai reçu le témoignage des personnes dans un marché où ils sont venus les enregistrer en leur attribuant même des cartes. Des cartes, bon, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de vous, votre déploiement, ou comment est-ce que concrètement sur le terrain ça se fait. Parce qu'il ne faut pas, les gens vont profiter pour arnaquer aussi certaines personnes. Merci pour cette préoccupation. Très bien, allez-y. Monsieur le coordinateur principal, je reviens, c'est Yapik Koulibaly. Vous l'avez dit, 171 milliards de francs CFA redistribués en 3 ans, mais la pauvreté et les cas sociaux existent toujours, présents comme aînés sur le visage. Est-ce que votre méthode n'est pas inefficace? Je prends un cas pratique. L'État donne, je crois, 36 000 tous les 3 mois, ce qui revient à 12 000 par mois. Mais je prends un foyer, un cas pratique, un foyer éligible aux filets sociaux à Balouzon, c'est un petit village de Daloa. L'État donne 36 000. Ça fait 12 000, je l'ai dit. En Côte d'Ivoire, l'abonnement CUE, on va passer par une publicité, 5 ampères, c'est pour les personnes à faible revenu, 5 ampères. Mais si on augmente la tarification, le kilowattheure pour le pauvre de 5 ampères, puis on augmente le prix du kilo de riz qui est... La question, s'il vous plaît, la question... à la question. Je pense on voit bien l'idée voilà, de la préoccupation. Est-ce qu'on pourrait avoir la question? Sinon, nous prenons les prochaines préoccupations. J'ai bien dit un cas pratique là pour lui expliquer pour qu'il puisse comprendre. Donc assez rapidement, s'il vous plaît. Oui, d'accord, assez rapidement, je suis d'accord. Donc quand on augmente le kilo du prix, et puis on dit qu'on veut lutter contre la pauvreté, c'est-à-dire l'État donne avec sa main gauche, mais l'État répond beaucoup avec sa main droite. Est-ce que ce n'est pas mieux de joindre vos collègues des autres ministères, mines et commerce, dans la lutte contre la pauvreté, pour qu'ils laissent les prix
on n'augmente pas les prix pour que la lutte soit vraiment efficace. Merci pour cette préoccupation. Alors, nous avons reçu ici déjà le Comité national de lutte contre la cherté de la vie. Voilà, si mes informations sont bonnes. Aujourd'hui, nous parlons des filets sociaux. Donc, nous allons rester dans le cadre du programme, du projet de filets sociaux. Nous allons poser toutes les questions qui sont relatives aux filets sociaux. Et je pense que tout à l'heure, M. Koné a intervenu sur l'impact et l'efficience, sinon l'efficacité de la politique donc de mise en œuvre et de détermination donc de ce montant-là qui est alloué aux populations. Donc, nous allons poser les questions. Je vais répéter. Nous allons poser une question à la fois. Pour vos cas pratiques, pas de problème. Mais on parle aujourd'hui des filets sociaux. Voilà. Donc, prochaine question en salle, s'il vous plaît. Soro Siandene Yakuba, journaliste à Éducarrière. Y a-t-il une évaluation indépendante du processus pour en vérifier l'efficacité? Merci. Est-ce qu'on a une autre question en salle? Sinon, ce sera question d'internaute. D'accord, ok. Allez-y, s'il vous plaît. Toujours Julien Kofi d'Abidjan Économie. Je vais dire, que se passe-t-il si un bénéficiaire échoue dans son activité? Est-ce qu'il a une seconde chance? Très bien, merci pour ces questions. Alors, Monsieur Koné-Kipeya, la question, donc, ou la préoccupation de Monsieur Kadjo Adolphe Soumain, c'est la suivante. Donc, il vous remercie déjà pour l'initiative et il souhaite savoir qu'en est-il pour les villages de l'intérieur. Il a cité Bonois, Samo, Yaou, qui font partie intégrante, dit-il, du Grand Abidjan. Alors, sa question est comment faire pour faire bénéficier les populations ne vivant pas au centre-ville du Grand Abidjan? Comment faire pour faire bénéficier les populations ne vivant pas au centre-ville du Grand Abidjan? Ce sera tout pour cette deuxième série de questions. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Je reviens donc à Abidjan Économie avec Julien Kofi sur cette question pertinente par rapport donc au suivi des ménages. Et le suivi des ménages, c'est 805 agents contractuels donc, qui sont dédiés au suivi, qu'ils font donc à temps plein. Mais c'est aussi tout l'écosystème de protection sociale à travers les directions régionales de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, les directions régionales du ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfant, les directions régionales de la protection sociale. Donc, c'est autant de travailleurs sociaux et de guichets de suivi qui sont ouverts en région et ça représente donc un volume impressionnant de personnes qui visitent quotidiennement pour ce qui concerne les agents communautaires, nos ménages qui reçoivent ces transferts monétaires. L'idée, c'est de faire en sorte que cet investissement dans le capital humain, comme nous l'avons dit, ait un retour sur investissement. C'est pourquoi nous vous parlons, et nous y reviendrons sur les éléments d'impact. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure sur l'évaluation indépendante qui est faite. Pour ce qui concerne l'exposition à des risques d'arnaque, ce type de métier, vous en conviendrez, effectivement, peut s'exposer à ce type de risques, mais ce sont des risques que nous mitigeons, comme partout ailleurs, avec la sensibilisation, évidemment. Donc, les bénéficiaires, avec tout le cycle de sélection dont nous avons parlé tout à l'heure, lorsqu'ils sont retenus, évidemment, sont pris en charge par les agents d'encadrement dès le départ et à la phase d'enregistrement. On sait leur dire, attention, vous allez désormais bénéficier du programme de transfert monétaire et voici les consignes de sécurité que vous devez donc observer. Donc, il y a une alphabétisation numérique qui suit puisque l'outil de paiement, c'est le mobile money. Donc, nous attachons du prix à l'alphabétisation financière numérique de nos ménages bénéficiaires. Ils sont familiers avec les syntaxes qui leur permettent donc d'opérer et de procéder donc à leur retrait. Ils sont sensibilisés sur les risques d'arnaque dans le cadre du mobile money. Donc, c'est une préoccupation que vous exposez, mais qui est prise en charge justement dans cette activité de suivi dont nous avons parlé tout à l'heure. Monsieur Yapi Koulibaly a évoqué la question de l'efficacité de cette solution qui est apportée parce que, mais je veux vous dire quelque chose, c'est que le programme de transfert monétaire n'a pas la prétention d'être la seule opération qui peut aujourd'hui sortir toutes les populations de Côte d'Ivoire qui sont en situation de vulnérabilité de la vulnérabilité. C'est un élément du programme social du gouvernement. C'est une composante des filets sociaux. Nous avons parlé tout à l'heure de l'électricité pour tous, de la gratuité ciblée au niveau de la santé,
Nous avons parlé de la gratuité des ouvrages scolaires et beaucoup d'autres opérations qui sont donc développées, l'eau potable, évidemment, beaucoup d'autres opérations qui sont donc développées dans le cadre du programme social du gouvernement et qui, de manière intégrée, impactent donc le quotidien de nos populations. C'est cette analyse qu'il faut faire et ne pas seulement se river sur le volant des transferts monétaires en tant qu'élément qui peut donc affranchir de la pauvreté. Ceci dit, lorsque vous donnez la possibilité à une personne qui a été ciblée parce qu'elle est en dessous du seuil d'extrême pauvreté. On était en 2015 lorsqu'on a lancé l'opération, selon les données de l'ENV, à 335 francs jour. 335 francs jour. Et donc, lorsque vous avez affaire à un tel ménage qui n'a même pas 335 francs jour et que vous avez la possibilité de lui donner 36 000 francs CFA, je pense qu'il y a quelque chose qui commence à se passer dans le quotidien de ce ménage-là. Mais vous êtes conscient que c'est un ménage qui est sur un segment de vulnérabilité. Il ne faut donc pas que donner les 36 000 et tourner le dos. Il faut le fréquenter. Il faut lui donner des conseils. Comment vous pouvez améliorer votre façon de gérer ce petit montant? Parce qu'il est effectivement petit, on va dire ça comme ça. Comment est-ce que vous pouvez améliorer votre vie en sachant l'utiliser, en le redistribuant sur vos priorités? Après, on va vous dire, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous avez reçu le premier trimestre, vous avez reçu le deuxième, le troisième trimestre, commencez déjà à votre sortie, à penser à votre sortie dans 3 ans. Et donc, à partir de cet instant-là, on va vous encadrer et on va vous former sur un certain nombre de modules d'initiation d'activités génératrices de revenus, notamment développer un plan d'affaires. C'est surprenant de dire qu'avec 36 000, on peut développer des plans d'affaires, mais je vous dis que oui. Ce sont des nano-entrepreneurs que nous avons dans le cadre du programme des filets sociaux, mais qui savent, ensemble, avec nos agents d'encadrement, dire « Moi, ma priorité, ce serait de faire un commerce de friperie. » Ah, c'est un commerce de friperie que vous voulez faire, mais vous pensez démarrer avec combien lorsque vous enlevez vos charges? Vous les avez citées tout à l'heure, de l'eau, de l'électricité, de la nourriture. Peut-être que si vous mettez 5 000 francs de côté, vous pouvez commencer peut-être avec une demi-balle. Donc, voici le type de dialogue que nous avons au quotidien avec les ménages qui sont bénéficiaires du programme des filets sociaux. Et ce type de dialogue-là font que nous arrivons évidemment à contribuer significativement à la réponse du gouvernement de Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi, pour rejoindre la question qui a été posée par rapport à l'évaluation indépendante, l'évaluation d'impact que nous avons faite avec l'NCA, l'École nationale de statistiques et d'économie appliquée, nous a permis de relever donc que 87% de nos bénéficiaires ont déclaré avoir été sortis de la précarité. 78% ont donc dit qu'ils avaient amélioré leurs conditions de vie, ce qui correspond, vous comprenez bien, à un recul de 78 points de pourcentage de la pauvreté sur 100 ménages qui sont donc pris dans le cadre de cette évaluation d'impact, ce qui est très significatif. Et donc, nous avons beaucoup d'autres témoignages comme ça qui nous montrent à travers ce type d'évaluation que le gouvernement est dans la bonne direction. Mais en la matière, le gouvernement ne fait que suivre, on va dire, un écosystème universel, mondial, en matière de réponse de protection sociale. C'est la Bolsa Familia au niveau du Brésil, c'est des trentaines de millions de ménages au Brésil qui ont été affranchis. Mais c'est en même temps dans d'autres pays de la sous-région aussi des types d'opérations qui ont apporté donc des réponses satisfaisantes. Et donc depuis 2015, le gouvernement donc a vu l'intérêt de mettre en place ce type de programme de redistribution parce que justement la Côte d'Ivoire connaissait et continue d'ailleurs de connaître une embellie économique avec un taux de croissance moyen de 8%. Donc en pareille circonstance, le gouvernement pense que redistribuer fait partie des éléments de réponse concrètes et c'est cela que le programme des filets sociaux s'emploie donc à faire et les évaluations indépendantes de l'NCA ont permis donc de le démontrer. Cela ne veut pas dire que nous avons la prétention du zéro défaut. Quelqu'un a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un ménage échoue. Je viens de vous donner un pourcentage de 87%. Ça veut dire que nous avons quand même une marge de bénéficiaires qui peut-être ne sont pas arrivés, n'est-ce pas, à satisfaire leur objectif ou leur ambition de s'affranchir de leur vulnérabilité. Cela peut avoir des explications. J'ai reçu mon argent, j'ai eu un petit carré pour faire de la tomate et puis la pluie n'est pas arrivée. Donc tout ce que j'ai investi, je l'ai perdu. Donc je repars de plus bas. Ou alors il y a eu un incendie quelque part. Vous voyez qu'il y a plusieurs motifs, n'est-ce pas, qui peuvent exister. Tout comme il peut y avoir aussi des comportements pervers. Le transfert est arrivé, le chef de ménage l'a reçu,
mais son addiction à l'alcool a fait qu'il n'a pas pu se départir malgré l'encadrement de sa fréquentation du bistrot d'à côté. Donc il y a eu une déperdition de ressources telle que ce ménage-là, malheureusement, n'a pas pu s'affranchir de la pauvreté. Cela ne veut pas dire que l'ensemble de l'opération a échoué. Cela ne veut pas dire non plus que c'est un cas désespéré pour ce programme, parce que nous l'avons dit, il y a la batterie d'accompagnement et la formation par derrière. Donc il sort tout au moins enrichi du conseil, de la formation, de l'accompagnement pour pouvoir donc rebondir. Et l'objectif, n'est-ce pas, du programme des filets sociaux, c'est de pouvoir étendre au fur et à mesure la toile. C'est pourquoi nous sommes partis de 5 000 ménages, aujourd'hui à 527 000 ménages par graduation. Donc à chaque fois, le gouvernement, vous l'avez entendu en date récente, augmente le panier de couverture du programme des transferts monétaires et nous sommes donc passés de 457 000 ménages aujourd'hui avec 70 000 ménages complémentaires à 527 000 ménages. Donc il y a une pérennisation, il y a une croissance continue de cette opération et elle concerne également le Grand Abidjan. Le Grand Abidjan est couvert tant au niveau des grandes communes que nous avons ici à Abidjan, Yopougon, Koumassi, dans la périphérie, Agnaman, Songon et Bonois, Samo. Je vous dis oui que toutes ces localités sont effectivement couvertes par le programme de transfert monétaire et la batterie des mesures d'accompagnement. Très bien, merci M. Koné pour ces éléments de réponse. Avant-dernier tour de salle, 4 questions en salle. Est-ce que nous avons des questions en salle? Sinon, ce sera question d'internautes. D'accord, ok. Allez-y, s'il vous plaît. Pour du carrière, que répondriez-vous à ceux qui considèrent ce type de programme comme électoraliste? Très bien. Merci pour cette question. Alors, je vous poserai donc 4 questions d'internautes. Nous avons une autre question en salle. Ok, d'accord, allez-y, s'il vous plaît. Fabrice Kossono de l'agence ivoirienne de presse. Monsieur Koné, y a-t-il des possibilités qu'on puisse voir les 36 000 augmenter dans les années à venir, ou même incessamment? Merci. Alors, 3 questions d'internautes finalement. Très bien. Alors, la première, c'est la suivante. Quel est le budget annuel alloué au programme des filets sociaux? Quel est le budget annuel alloué au programme des filets sociaux? La seconde question, quelles sont les sources de financement? État, bailleurs, internationaux et partenariats. Ou partenariats, pardon. Alors la dernière question au titre de cette avant-dernière série, c'est de savoir si on peut dire... C'est de savoir, excusez-moi, alors, ok, je la tiens. Le programme est-il financièrement durable à long terme sans appui extérieur? Le programme est-il financièrement durable à long terme sans appui extérieur? Allez-y, s'il vous plaît. D'accord, merci. Merci beaucoup pour cette autre série de questions. Est-ce que c'est un programme qui a une visée électoraliste? C'est un programme de protection sociale et c'est un programme du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et lorsque le gouvernement travaille pour ses concitoyens, je pense qu'il développe dans un contrat de confiance une feuille de route qui est, on va dire, une feuille de route pour l'ensemble de la population de Côte d'Ivoire sans coloration d'appartenance politique, religieuse, culturelle. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc le gouvernement est au travail pour l'ensemble des Ivoiriens. Et je vous ai décrit tout à l'heure la méthode de ciblage. Et cette méthode de ciblage n'invoque pas des critères d'appartenance politique. Donc à partir de ce moment-là, nous recherchons l'objectivité. Et les questions que nous administrons dans les ménages, il n'y a pas dans notre outil de collecte votre appartenance politique. Cela ne nous intéresse d'ailleurs pas. Ce que nous cherchons à mesurer, c'est votre vulnérabilité. Est-ce que vous êtes éligible à ce programme d'accompagnement ou pas? Et il y a tout le message qui va avec. C'est la solidarité au niveau du gouvernement. C'est la solidarité qui est promue. La Côte d'Ivoire solidaire. Je dis bien la Côte d'Ivoire solidaire.
Et cette Côte d'Ivoire solidaire, c'est une Côte d'Ivoire qui promeut le fait qu'on tende la main à ceux qui sont en situation de vulnérabilité sociale. Le fait qu'on soit conscient que dans le train de l'émergence, personne ne doit rester à quai. Il faut tendre la main à ceux qui sont en situation de demande sociale pour les aider à se relever. Donc la réponse du programme des filets sociaux est un agenda de protection sociale universelle, sans coloration d'ethnie, de partis politiques, de groupes religieux, et je pense que c'est quelque chose qui est à soutenir par l'ensemble de nos concitoyens. Pour ce qui concerne l'augmentation du montant, c'est une question qui est pertinente. Et la question nous a été parfois posée, mais pourquoi est-ce qu'au lieu de donner 36 000 francs CFA tous les 3 mois, vous ne donnez pas les 144 000 de l'année en une fois pour que le bénéficiaire puisse entreprendre une activité génératrice de revenus? Et sous cette hypothèse, les bénéficiaires eux-mêmes nous ont dit, ils nous ont rendu des témoignages disant que quand on me donne un peu, j'ai le temps de m'organiser. Comme ça, si j'entreprends quelque chose que ça ne marche pas, je sais que ça va continuer de venir et je peux donc me reprendre. Ça me donne une seconde chance pour pouvoir me relancer. Après, il y a toute la batterie de mesures d'accompagnement dont nous avons parlé. Donc, le fait de l'administration par dose progressive des 36 000 francs CFA permet donc de construire la capacité de résilience, la capacité de résistance et d'adaptation de nos concitoyens aux situations de choc et de risques sociaux. Mais votre question est pertinente dans le sens où, bien sûr, il faudrait savoir comment est-ce que ces 36 000 francs CFA ont été déterminés. Les 36 000 sont adossés à une évaluation, à une étude qui a été faite avec la Banque mondiale, mais aussi avec nos institutions nationales. Et l'objectif, le modèle économique, c'est de pouvoir vous donner un peu plus que le seuil de l'extrême pauvreté qui permet donc de vous hisser au-delà du seuil de l'extrême pauvreté. Et donc en 2015, lorsque le programme était lancé, le seuil était à 335 francs jour. Aujourd'hui, avec les données de 2021, les estimations nous amènent à peu près à 524 francs. Et donc, sur la base de 335 francs jour, multiplié donc par les 30 jours du mois, cela donc donnait 10 500. Et le gouvernement a même bonifié pour qu'on se retrouve à 12 000 francs CFA payables tous les 3 mois à 36 000. Donc, cela permet aux ménages d'avoir une prévisibilité du montant qui va venir et de s'organiser en conséquence. Donc, voici comment cela fonctionne et cela a des résultats. Quand on nous pose la question, pourquoi est-ce que vous n'augmentez pas le montant? Eh bien, à 36 000, cela correspond à une couverture aujourd'hui de 527 000 ménages. Si on augmente le montant dans ce modèle économique, on aura avec l'enveloppe budgétaire certainement beaucoup moins de capacité d'extension du programme. Alors, ceux qui reçoivent les 36 000, est-ce qu'ils s'en sortent ou pas? Les chiffres sont là. Les données de l'évaluation d'impact sont là qui nous montrent qu'il y a des effets, il y a de l'impact. Les témoignages des bénéficiaires que vous avez l'avantage de suivre sans publicité aucune dans l'espace, la parole aux bénéficiaires de RTI, nous passons plusieurs fois donc sur les antennes pour faire parler les bénéficiaires. Il y a des sources testimoniales qui montrent, eh bien ceci, au début je ne croyais pas. Je pensais que c'était juste, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, une démarche électoraliste. Je pensais que c'était des montages à la télévision jusqu'à ce qu'on arrive à ma porte. C'est comme ça que j'ai su que c'était vrai. Et j'ai suivi leurs conseils. Voici ce que ça m'a apporté après 1 an. Mais j'ai encore 2 ans devant moi. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine pédagogie par derrière ce montant de 36 000. Et il y a aussi des résultats qui parlent. Mais n'empêche que le gouvernement nous a instruits d'examiner toutes les possibilités d'éprouver ce modèle économique et voir donc la soutenabilité financière qui pourrait donc accompagner. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler depuis donc les dernières missions d'évaluation du programme sur une prochaine révision, je dis bien une prochaine révision, et c'était cela votre question, pour voir si ce sera soutenable de passer le curseur de 36 000 à un montant supérieur en fonction donc des possibilités budgétaires. Donc c'est à cela que nous travaillons et cela fait du sens de s'interroger sur la perspective, quand bien même nous avons déjà des évidences aujourd'hui. Cela me permet donc d'aborder la question de la couverture budgétaire au niveau du programme des filets sociaux. Du point de vue de la loi des finances, toutes ces dernières années, le programme des filets sociaux a chiffré autour de 40-50 milliards de francs CFA.
Mais cumulativement, c'est peut-être significatif aussi de pouvoir partager cette information avec nos concitoyens pour voir le volume des investissements que le gouvernement a déboursés. Donc, sur la période, on va dire, de 2015 jusqu'en 2023, c'est à peu près 120 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés budgétairement. Et sur ces 120 milliards, il y a au moins 77 milliards qui étaient pour la part bailleur et 30 milliards pour la part État. Donc, les objectifs ayant été atteints, l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale ont convenu d'un financement additionnel qui a permis donc de mobiliser des ressources additionnelles pour un nouveau cycle de l'année 2022 à l'année 2026. Et nous sommes donc en train de traverser ce cycle où nous avons déjà mobilisé 94 milliards de francs CFA. Et sur ces 94 milliards de francs CFA, il y a au moins 20 milliards qui ont donc déjà été mobilisés par la partie gouvernementale et les 70 milliards, donc 74 milliards ont été donc mobilisés par le bailleur. Cela est important à souligner. Pour le budget de 2025, donc le budget qui est en cours, qui est de 50 milliards, il y a donc 20 milliards au titre de la participation de l'État et 30 milliards de financement de la Banque mondiale. Donc c'est un cofinancement qui est actif et c'est un cofinancement qui montre un effort significatif du gouvernement pour pouvoir donc endosser ce type de politique, ce qui est un gage de pérennisation. Parce qu'encore une fois, ce programme est inscrit en bonne place dans le programme social du gouvernement, dans la feuille de route du gouvernement. Et Madame la ministre, Miss Belmondo Dogo, attache du prix à son exécution et à son suivi. Donc, ça répond en même temps à la question de la soutenabilité, même sans l'appui du bailleur. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué. Et tout le cycle, on arrive à la budgétisation en bout de parcours, mais avant la budgétisation, il y a la planification. Donc, le programme des filets sociaux est inscrit en bonne place dans le programme triennal d'investissement public. Donc, cela permet chaque fois dans la programmation glissante au niveau du ministère en charge du plan, de pouvoir donc inscrire cette activité avec l'ensemble du volume de financement qui est requis par la mise en œuvre de ce programme multisectoriel d'appui au système national des filets sociaux. Au-delà donc de la phase de programmation dans le programme triennal d'investissement public, vous savez que le budget en Côte d'Ivoire désormais est adossé à l'outil du CDMT, le cadre de dépenses à moyen terme. Donc le gouvernement a la possibilité dans cet outil de se projeter sur plusieurs années et ne pas être rivé seulement à une possibilité de financement qui tient à l'annualité budgétaire. Donc voici qui montre qu'il y a de la perspective, il y a de l'engagement et de la pérennisation concernant le programme des filets sociaux. Je vous remercie. Merci, M. Koné. Alors, dernier tour de salle. Est-ce que nous avons des questions en salle? Non, d'accord. Donc nous allons terminer avec 1, 2, 3, avec 5 questions d'internautes. Ce sera là les dernières questions, voilà, au titre de cette activité. La première, c'est de savoir aujourd'hui, au réel, quelles sont les étapes concrètes pour s'inscrire au projet filets sociaux. Avez-vous des points focaux à Abidjan et en région? La seconde préoccupation est relative à votre approche en matière de communication. Donc, quelle est la stratégie de communication sur le programme à destination des populations? Existe-t-il une approche de proximité compte tenu des caractéristiques de vos cibles, notamment le fait qu'ils ne soient pas tous alphabétisés? Quelle est la stratégie de communication sur le programme à destination des populations? Voilà, c'est la deuxième question. La troisième question, le programme est-il rattaché au PS-Gouv? Si oui, pourquoi avoir une coordination spécifique pour ce programme et une autre pour le PS-Gouv? Avant-dernière question, devons-nous retenir que le programme filets sociaux a uniquement pour cible les familles? Si oui, vers qui et quel programme doivent se diriger les jeunes et les femmes? Et la dernière question est relative à la publication des résultats et de l'état des lieux. Donc, où peut-on consulter des résultats ou des rapports publics sur les avancées? Où peut-on consulter des résultats ou des rapports publics sur les avancées? C'est avec ces questions que nous allons refermer donc,
le chapitre des interactions entre vous et les participants en salle et en ligne. Je vais donc vous demander de bien vouloir, après les réponses à ces préoccupations, nous faire part de votre mot de fin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les étapes concrètes pour pouvoir donc s'inscrire dans le programme des filets sociaux, beaucoup de progrès en date récente. Il y a peut-être à peine 2 semaines, vous avez suivi qu'au Palais de la Culture, sans publicité, il y a eu donc le lancement d'un nouvel outil qui est le registre social unique des ménages pauvres et vulnérables. Et je m'attendais à recevoir une question sur cette dimension parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le registre social unique des ménages pauvres et vulnérables est un outil également au sein du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Et cet outil a partie liée justement avec le programme des filets sociaux et particulièrement le programme des transferts monétaires. Le gouvernement a pris un décret, c'est bon à savoir, pour mettre en place le registre social unique qui est donc la mise en place d'une base de données pour pouvoir enregistrer les ménages qui sont en situation de vulnérabilité afin de faciliter leur accès à des aides sociales, à des programmes sociaux. Et comment cela s'opère? Il y a 2 modes d'inscription dans le registre social unique. Il y a l'inscription à la demande. Ça veut dire que je suis membre d'une famille, je suis un concitoyen, je pense que je suis en situation de vulnérabilité et j'ai besoin de l'aide du gouvernement, je vais me rendre dans un guichet du registre social unique. Les guichets du registre social unique sont au sein des centres sociaux, des complexes socio-éducatifs, des directions régionales de la solidarité, des ministères de la solidarité, je veux dire, de la lutte contre la pauvreté, de la famille, femmes et enfants, de la protection sociale. Nous avons un peu plus de 550 guichets aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national depuis donc la phase de lancement du RSU. Donc vous pouvez aller dans un centre et vous faire enregistrer à la demande. S'enregistrer à la demande, c'est être reçu par un agent au sein du centre qui va ouvrir la plateforme, l'applicatif du registre social unique qui est numérique et donc enregistrer vos données. Votre nom, votre identité, mais également vos conditions de vie que vous allez donc déclarer, c'est du déclaratif, l'enregistrement à la demande. Lorsque l'agent a reçu vos informations dans le centre, il a l'obligation d'aller vous visiter donc à la maison. Est-ce que les données que vous avez partagées, enregistrées dans le système sont bonnes? Il faut les éprouver avec le constat sur le terrain. Donc avec le RSU, il y a cette modalité d'inscription à la demande dans les structures que j'ai citées tout à l'heure. Et à ce moment-là, vous êtes fiché pas simplement pour le programme des transferts monétaires des filets sociaux. Vous êtes fiché pour que d'autres aides sociales du gouvernement puissent vous toucher. Le RSU est une démarche de mutualisation du ciblage des ménages qui sont en situation de vulnérabilité. Vous savez que les enquêtes sociales coûtent cher. Donc, si chaque programme gouvernemental à l'éducation, à la santé, à la formation professionnelle, à la famille-femme, à la solidarité, doit développer son approche pour aller rechercher les ménages qui sont en situation de vulnérabilité, l'État dépense beaucoup plus. On n'est pas efficient. Et pour être efficient, le RSU vient donc créer cette base de données où l'ensemble des programmes sociaux vont aller chercher et les passer au filtre de leur spécificité, les vulnérables de Côte d'Ivoire. Donc cela permet, n'est-ce pas, de faire des économies d'échelle, d'avoir plus d'efficacité et d'efficience dans l'action gouvernementale et dans l'agenda de protection sociale. Au-delà de l'inscription à la demande, il y a la recherche active. La recherche active, c'est lorsque l'administration elle-même se saisit, comme je l'ai décrit tout à l'heure dans le cadre de l'expérience du programme des filets sociaux, pour pouvoir donc, en fonction des données de pauvreté, aller vers les régions, les localités où il y a des données où il y a la sévérité, on va dire, de la pauvreté, de la vulnérabilité, et passer donc des enquêtes par la recherche systématique. Là, on va aller vers le ménage dans le village. On va aller vers le ménage dans le quartier et on va aller collecter les données et les centraliser sur le RSU. La démarche est la même. Lorsqu'on prend vos données, vos informations, cela vous donne, n'est-ce pas, un score dans l'échelle, n'est-ce pas, de graduation de la vulnérabilité. Et en fonction de votre score,
On dira par exemple au programme des bourses scolaires à l'éducation nationale, si vous recherchez 2000 enfants qui sont issus de familles vulnérables, le RSU, c'est pouvoir vous donner dans cette région-là les 2000 premiers enfants qui sont dans les ménages les plus vulnérables. Si vous voulez, n'est-ce pas, développer un programme par rapport à des compléments nutritionnels à la santé, eh bien, le RSU pourra vous donner quels sont les ménages où nous avons pu détecter, n'est-ce pas, des situations de carence alimentaire sévère chez des enfants. Donc voici en fait la démarche de mutualisation du RSU qui va donc servir non seulement pour le programme des transferts monétaires des filets sociaux que vous connaissez déjà, mais pour un ensemble d'aides sociales au niveau du gouvernement par ce double moteur d'inscription à la demande et de la recherche active dans le cadre donc du RSU. Et le gouvernement nous a instruit de faire en sorte que nous puissions capitaliser sur les acquis. Toutes les enquêtes qui ont été faites pour pouvoir aboutir aujourd'hui à 527 000 ménages au niveau des filets sociaux, sachez que pour avoir 527 000 ménages comme bénéficiaires, on a enquêté 527 000 fois 2,5 ménages en Côte d'Ivoire. Donc c'est aujourd'hui un volant de près de 1 500 000 ménages qui ont déjà des informations dans la base de données du registre social unique. Et les données les plus récentes avec les enquêtes que nous avons faites, desquelles enquêtes ont donc été extraits les 70 000 derniers ménages bénéficiaires du programme des filets sociaux, il y a donc 230 000 ménages qui ont des données très récentes donc à la faveur donc de cette collecte de données pour pouvoir donc cibler 70 000 ménages bénéficiaires. Donc voici pour être assez concret sur la manière dont on peut procéder désormais pour pouvoir donc s'inscrire dans une structure, dans un guichet de référence et bénéficier du programme des transferts monétaires en s'enregistrant dans le RSU. Donc nous, en tant que coordination au sein du ministère en charge de la solidarité, nous n'aurons plus la prétention de faire des enquêtes spécifiques pour rechercher des bénéficiaires des transferts monétaires. Les enquêtes seront plutôt des enquêtes assez larges et orientées pour alimenter la base de données du RSU, non seulement pour les transferts monétaires, mais pour d'autres programmes du gouvernement, notamment le plus récent en matière donc de solidarité qui se rapporte à la popote familiale, parce que certains des bénéficiaires donc du programme de la popote familiale sont forcément inspirés dans les zones où l'enquête est passée par, bien sûr, la base de données du registre social unique. Et encore une fois, cela évite d'aller chaque fois faire des investigations cloisonnées sur le terrain. C'est le principe donc de la mutualisation de la démarche des filets sociaux, de la démarche de ciblage dans le cadre des filets sociaux. L'approche de communication est une approche bien sûr orientée vers les ménages en tenant compte bien sûr de leur niveau de culture ou de connaissance. Eh bien, on a besoin de tenir compte de ce que nous intervenons en milieu rural. Dans certaines régions, c'est assez critique où le taux d'alphabétisation n'est pas élevé. Et il faut donc trouver les éléments de langage en français facile ou des traductions en langue locale de la batterie de mesures que nous avons. Donc nous utilisons les agents d'encadrement dont j'ai parlé, nous utilisons des bénévoles facilitateurs communautaires, nous utilisons les canaux des radios de proximité et de manière plus institutionnelle à un autre niveau. Il y a plusieurs chaînes ici présentes à cette conférence qui sont donc également nos relais pour porter le message, mais surtout à travers des sources qui sont des sources testimoniales. Nous apprécions sur les instructions du gouvernement de faire parler les bénéficiaires parce que qui mieux qu'eux peut, n'est-ce pas, témoigner de ce que ce programme des transferts monétaires a pu apporter à leurs conditions de vie. Donc nous les faisons parler, ils sont dans nos quartiers, ils sont dans nos villages, ce sont des personnes que nous fréquentons. Et nous savons apprécier, on va dire, le parcours client de quelqu'un qui est rentré dans le programme des filets sociaux, dont on a transformé la vie, qui a donc acquis, n'est-ce pas, une certaine respectabilité, de la dignité sociale. Parce que le transfert monétaire dans le cadre des filets sociaux contribue à l'inclusion sociale de celui qui le reçoit. Je n'avais qu'un seul repas par jour. Je ne pouvais pas donner 25 francs à mon enfant lorsqu'il allait à l'école. Il n'avait même pas de chaussures. Sa culotte était déchirée. Mais grâce aujourd'hui au programme des filets sociaux avec les transferts monétaires, ma dignité sociale a été restaurée. Je ne pouvais pas participer aux cotisations dans le village. Lorsqu'il y avait une petite collecte, j'avais la frustration de ne pas pouvoir participer à l'élan de solidarité.
Aujourd'hui, j'ai une capacité contributive. Donc, il y a un travail pour pouvoir restaurer la dignité humaine et faire parler les bénéficiaires, faire parler le dialogue des expériences d'un bénéficiaire à un autre, permet donc de faire tache d'huile sur ceux qui sont encore dubitatifs, sur ceux qui ne croient pas, sur ceux qui ont besoin donc d'apprendre des expériences des autres. Donc, nous faisons en sorte qu'il y ait un partage d'expériences entre bénéficiaires. Et cela est très important par rapport à la démarche de communication avec donc une bonne portée pédagogique. Le PS-Gouv, évidemment, c'est le grand chapeau qui, toutes ces dernières années, sous la houlette du gouvernement, a systématisé un ensemble de réponses. Parce que les filets sociaux, c'est un agenda d'intégration de plusieurs interventions pour qu'elles soient plus efficaces et plus efficientes. J'ai parlé tout à l'heure des économies qu'on va faire sur la dimension du ciblage. C'est aussi bon de savoir que le ménage qui a reçu les transferts monétaires a en même temps reçu des kits scolaires. Que ce ménage-là ne paye pas 1 000 francs pour la couverture maladie universelle parce qu'il est inscrit au régime d'assistance médicale de la couverture médicale. Maladie. Il est en même temps aussi bénéficiaire de kits de gratuité au niveau de la gratuité ciblée dans la santé. Il a bénéficié de l'accompagnement pour l'électricité pour tous. Il a bénéficié des programmes de latrinisation. Il a bénéficié de plusieurs autres opérations qui interviennent donc dans le cadre de l'agenda du programme social du gouvernement. Évidemment, l'ancrage du PS-Gouv, c'est la primature qui, de manière transversale, nous accompagne en tant que programme sectoriel pour pouvoir donc systématiser l'ensemble des réponses pour plus d'efficacité. Et donc, le PS-Gouv nous a accompagnés en bonne place. Et même sur la démarche de communication, vous avez suivi sur les antennes en date récente que le PS-Gouv s'est saisi de certaines des success stories au niveau de l'agenda gouvernemental pour pouvoir donc rendre compte à la nation selon ce principe de redevabilité que j'ai évoqué tout à l'heure. Et pour ce qui nous concerne au niveau du programme des filets sociaux, nous avons donc tourné avec l'équipe de communication du PS-Gouv un téléfilm que vous avez suivi sur les antennes pour mettre en situation, bien sûr, les bénéficiaires encore une fois et tout ce que le programme a pu leur apporter. Donc le PS-Gouv appuie l'ensemble des opérations spécifiques et nous ne demandons qu'à contribuer à cette réponse holistique de manière à avoir des impacts plus visibles. Est-ce qu'on cible seulement les familles et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait des jeunes, qu'est-ce qu'on fait des femmes? Au niveau du programme des filets sociaux, les récipiendaires, c'est 71% des femmes. Et nous avons travaillé beaucoup avec la Banque mondiale parce que l'un de nos indicateurs avec le bailleur dans le cadre de ce cofinancement, c'est aussi d'améliorer la capacité, n'est-ce pas, d'impacter la participation féminine citoyenne des femmes à la prise de décision. Donc, on a sensibilisé à travers nos agents d'encadrement sur la nécessité, dans le ménage, de faire en sorte que le récipiendaire pour le compte du ménage soit la femme. Parce qu'il est de notoriété que lorsque c'est la femme qui reçoit le transfert, il y a plus de retour sur investissement pour les enfants, pour le ménage, pour la qualité nutritionnelle, pour l'éducation, pour la santé. Donc, on a priorisé de faire intervenir les femmes. Donc, les femmes sont inscrites en bonne place dans le cadre du programme des filets sociaux et les activités d'autonomisation, d'accompagnement pour les activités génératrices de revenus sont également prises en compte. Donc, elles bénéficient des formations. Il en est de même pour les jeunes. Les jeunes ne sont pas exclus et nous avons des jeunes aujourd'hui qui sont des chefs de ménage. Et tout ce qui est développé, c'est aussi à leur attention. Nous avons dans des ménages où c'est le jeune, le grand-fils, qui reçoit le transfert parce que maman a un certain âge et donc il mène une activité avec l'encadrement que nous faisons pour pouvoir donc le déployer comme bénéfice sur l'ensemble de la famille et nos données nous donnent à peu près 30% de jeunes donc qui sont dans nos cibles de bénéficiaires. Encore une fois, le programme de transfert monétaire dans le cadre des filets sociaux n'est qu'un maillon dans une chaîne de réponses. Et vous savez qu'il y a le PJ-Gouv, le programme jeunesse qui intervient de manière très efficace sur un certain nombre d'éléments de réponse par rapport à la jeunesse. Vous savez qu'il y a des programmes d'autonomisation de la femme. Il y a le FAFSI, par exemple, qui intervient sur le volet de l'autonomisation des femmes. Donc, c'est toutes ces initiatives combinées qui permettent, à la fin de la journée, d'avoir donc un impact considérable
sur le recul de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Et cela est prouvé, parce que nous sommes quand même passés d'une pauvreté qui était de 46,3 points en 2015 à un taux de pauvreté qui a chuté aujourd'hui à 37,5 points selon les données de 2021. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe, tant au niveau national que même au niveau régional. Si vous prenez la région du Kabadougou, on est passé d'un taux de pauvreté en 2018 de 66% aujourd'hui à 56%. Donc, il y a un recul de 10 points de pourcentage. Et il y a plusieurs autres régions qui sont comme ça. C'est l'ensemble des programmes qui sont développés au niveau du gouvernement qui nous permettent d'avoir ce type d'incidence. Comment est-ce qu'on peut consulter les résultats? Sur nos espaces, nous en avons au niveau du programme, bien sûr, sur filetsociaux.gouv.ci, mais vous les avez également sur, on va dire, le dynamique réseau qui est animé par le CICG au niveau, bien sûr, de la communication gouvernementale au titre du PS-Gouv. Je voudrais donc, d'ailleurs, à cet égard, féliciter toute l'équipe du CICG avec à sa tête sa directrice. C'est un travail formidable qui est fait de manière à ce que l'information parvienne le plus près possible de nos concitoyens sur les différents résultats que nous avons déroulés tout au long de cette conférence de presse. Pour terminer, je voudrais vous dire que c'est un exercice que nous avons beaucoup apprécié et de voir l'intérêt constant que nos concitoyens ont pour cette question du programme des défilés sociaux. Nous avons apprécié de développer beaucoup plus que ce que la majorité de nos concitoyens savent, c'est-à-dire l'allocation des transferts monétaires. Il y a la dimension de l'accompagnement dont nous avons parlé. C'est pourquoi notre appel de fin, c'est de dire ceci à nos concitoyens. C'est de les inviter à renforcer leur contrat de confiance avec le gouvernement par rapport à ce programme qui se développe. C'est un programme pour les populations, c'est un programme avec les populations. Nous avons besoin de l'accompagnement de chacun, nous avons besoin de l'accompagnement des collectivités locales, nous avons besoin de faire passer le message afin que dans le voisinage, on puisse témoigner des success stories qu'on rencontre lorsqu'on a la possibilité de se regarder et de dire « c'est vrai que chez moi c'est difficile, mais chez mon voisin, ça l'est encore plus ». Comment est-ce que je peux contribuer dans la chaîne de solidarité, dans la Côte d'Ivoire solidaire, à faire en sorte que je puisse aussi aider le gouvernement à tendre la main aux plus fragiles. Donc que nous soyons toutes et tous des relais de la chaîne de réponse de la solidarité gouvernementale me semble être un message fort que nous devons passer afin que nous ayons confiance qu'on a la capacité avec 36 000 de changer des vies. On a la capacité avec 36 000 de faire une immersion dans l'écosystème social et de véhiculer de la pédagogie, de la formation, de transformer donc la vie de nos concitoyens et de l'arrimer avec d'autres réponses gouvernementales pour qu'on ait de l'efficacité et de l'efficience, pour qu'on ait un recul de la pauvreté. Et je voudrais donc encore une fois, Madame, chers collègues de l'administration, mais aussi chers amis de la presse, chers concitoyens, je voudrais donc vous remercier de nous avoir écoutés et vous inviter donc sur nos espaces à continuer ce dialogue afin donc de dire donc face à la nation qu'est-ce que le programme des filets sociaux peut nous apporter. Je vous remercie. Merci, Monsieur Koné Kipeya. Mesdames et messieurs, cette activité est à sa fin. Elle tire à sa fin. Nous tenons à remercier très chaleureusement Monsieur Koné Kipeya, coordonnateur du projet Filets sociaux, pour sa disponibilité, sa pédagogie et la clarté de ses réponses. À tous ceux qui nous ont suivis en ligne ou qui étaient présents ici, merci pour votre attention, vos questions pertinentes et votre engagement. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de Tout savoir sur, toujours en faveur de la vulgarisation des projets publics et de la transparence gouvernementale. À mardi prochain et excellente fin de journée.